Le ciel brûle. Les océans écument. Le tonnerre et les éclairs grondent. Deux des monstres les plus terribles et les plus puissants s'affrontent en duel. Un signe avant-coureur de la fin du monde. Rien que la vue de ce monstre, l'atroce et terrifiant Cthulhu peut rendre fou n'importe qui. Et le plus gros calmar de la planète se bat contre lui. Une bête qui ne connaît pas la peur parce qu'elle est la peur elle-même. La cause de milliers de naufrages. Le puissant et hideux Kraken. Que commence le combat le plus épique de l'histoire de l'univers. Tu es sur un bateau de pêche qui navigue sur un océan paisible. L'eau est claire comme du cristal et il n'y a pas de vent. La mer se confond avec l'horizon. La terre n'est pas visible et tu te sens libre. Tu regardes sur le côté du bateau et tu remarques quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Tu flottes au centre d'un énorme rond noir entouré d'un large champ vert. Qu'est-ce que c'est ? Du pétrole se serait déversé dans l'eau et elle aurait pris cette teinte étrange ? Mais alors pourquoi cette forme est-elle si parfaitement ronde ? Soudain, tu réalises ce que c'est et ton cœur fait un bond dans ta poitrine. Le rond noir n'est autre qu'une pupille au centre d'un énorme œil vert. La chose qui te regarde en ce moment est si grande que ton bateau ressemble à une coquille de noix à côté. C'est le Kraken. Mais ne t'inquiète pas, le monstre n'est pas intéressé par une petite proie comme toi. Le Kraken a coulé des navires pendant des siècles et n'a jamais rencontré la moindre résistance. Des milliers d'épaves gisent au fond de la mer, mais à quoi bon ? Le Kraken aspire à un vrai défi, mais il ne le trouve pas. Le plus grand mammifère de la Terre est la baleine bleue, qui n'est rien de plus qu'un petit poisson pour le Kraken. Même un mégalodon ne tiendrait pas une minute contre la bête tentaculaire au cours d'une bataille. Peut-être faudrait-il chercher un grand monstre au fond de la fosse des Mariannes. Non, la pression est trop forte et il n'y a presque rien qui survive si bas. Mais alors, le Kraken a une idée. Il se rend à l'endroit le plus éloigné de la Terre. Un endroit rarement visité et mal exploré. Cet endroit s'appelle le Point Nemo. C'est là, au fond de l'océan, que se trouve l'ancienne ville de Erlaë. Construite bien avant l'apparition des humains. Et au milieu des ruines endormies, l'énorme et puissant Cthulhu est en train de rêver. Cet ancien demi-dieu repose ici depuis des centaines de millénaires. Pendant tout ce temps, Cthulhu a attendu son heure pour faire des ravages sur la Terre. Il dort, mais même dans ses rêves, Cthulhu communique avec les membres de son culte qui le suivent. Il utilise la télépathie pour pénétrer dans leur esprit et leur faire des choses atroces. Mais tout à coup, le sommeil de Cthulhu est interrompu. Qui ose le réveiller si brutalement ? Cthulhu ouvre ses yeux rouges de colère, envahi d'algues, et voit devant lui un énorme calmar. Le Kraken a enfin trouvé un adversaire digne de lui. Aussitôt, il se jette sur Cthulhu et enroule ses tentacules autour de la tête du monstre. Le combat commence. Cthulhu pousse lourdement sur le fond de la mer et se précipite à la surface, entraînant le Kraken avec lui. Deux monstres géants, plus grands que les plus hauts gratte-ciel du monde, émergent de l'eau. La mer est déchaînée et les nuages s'amassent au-dessus du champ de bataille. Engagé, Cthulhu frappe le Kraken. Mais ce dernier ne semble rien sentir. Des éclairs zèbrent les nuages noirs et tourbillonnants. Cthulhu tente d'arracher les tentacules du Kraken, mais il s'agrippe fermement au monstre vert. Pendant ce temps, tu te rends au Point Nemo pour assister au déroulement de cette épique bataille. Tu dois naviguer depuis la côte du Chili, et des choses étranges s'y passent en ce moment. Des centaines de marins montent à bord de dizaines de navires. Il y a des navires de pêche ordinaires, ainsi que des navires de la marine lourdement armés et chargés. Et quand tu demandes à quelqu'un où vont tous ces gens, ils te lancent tous un regard sombre et te répondent « Vers l'éternité ». Le Kraken prend le dessus, et Cthulhu appelle ses disciples à l'aide. Il espère que les navires pourront l'aider à vaincre son ennemi, mais il faudra attendre 2 jours avant que les premiers n'arrivent de la terre ferme. Cthulhu finit par se défaire du Kraken et le jette dans l'eau.
Le calmar attaque à nouveau, mais Cthulhu l'attrape par les tentacules et le soulève au-dessus de sa tête. La foudre frappe le kraken, mais ce n'est qu'une vulgaire petite étincelle pour le monstre géant. Pendant ce temps, les marins médusés se tiennent sur le pont et regardent en direction du champ de bataille. La nuit, ils s'endorment et rêvent tous de l'ancienne cité de Herlae. Au centre de celle-ci se trouve une chapelle tordue, et à l'intérieur, Cthulhu est assis sur son trône, convoquant ses disciples. Jour après jour, nuit après nuit, les monstres se battent en jetant toute leur force dans la bataille. Et enfin, de petits points se rassemblent autour d'eux. Les bateaux sont arrivés. Ils sont prêts à attaquer le kraken, et Cthulhu leur donne un ordre mental. Mais le kraken a d'autres atouts dans sa manche. Il n'a pas coulé des navires juste pour s'amuser. Très souvent, il a sauvé des milliers de créatures marines prises dans leurs filets de pêche. Et maintenant, avec leur descendance, elles viennent de tout l'océan pour aider le kraken. Des pieuvres géantes, des baleines bleues, des grands requins blancs, des anguilles électriques, ils attaquent tous les navires ennemis. Les baleines percutent les sous-marins et les anguilles court-circuitent les moteurs des véhicules avec leurs décharges électriques. Soudain, le kraken plonge sous l'eau. A-t-il abandonné ? A-t-il eu peur ? C'est peu probable. Cthulhu regarde au fond de l'océan et attend que le calmar attaque. Le kraken nage sous les combattants et les poissons. Il commence à faire tournoyer ses tentacules, créant un énorme tourbillon. Les bateaux sont maintenant condamnés et Cthulhu ne peut compter que sur lui-même. Le kraken est une créature puissante, mais il reste un animal après tout, tandis que Cthulhu est aussi intelligent que malveillant. Il comprend que le kraken est un monstre marin et qu'il peut être vaincu une fois sur Terre. Le rugissement de Cthulhu fait trembler le ciel. Les éclairs frappent l'océan. L'eau est en ébullition. L'ancienne cité des Herlae s'élève du fond de la mer. Le kraken ne peut pas s'échapper de là. Il a besoin d'eau. Le calmar combat Cthulhu avec ses ultimes forces, mais hors de son élément, il perd rapidement l'avantage. Cthulhu est victorieux. Maintenant qu'il est réveillé, il va détruire le reste du monde, comme on l'avait prédit. Mais le combat n'est pas passé inaperçu. Grâce aux données satellitaires, le monde sait déjà ce qui s'est passé. Et un plan a été élaboré pour abattre l'ancien monstre au cas où il gagnerait. Des avions de chasse entrent en scène et attaquent Cthulhu. Le monstre lève les bras vers le ciel. Des nuages s'amoncellent autour de lui. Une décharge électrique scintille dans les nuages et l'électricité disparaît dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres, y compris l'électronique à bord des avions. Ils tombent tous dans l'eau. Il n'y a aucun moyen de vaincre la bête mythique. Mais que se passe-t-il ? Les satellites tombent soudainement du ciel par dizaines. Cthulhu ne savait pas que le point Nemo est une décharge pour débris spatiaux. Comme c'est le point le plus éloigné de la Terre, on peut y larguer des satellites inutilisés en toute sécurité. En ce moment même, des centaines d'entre eux tombent sur la ville antique et s'abattent sur le monstre. Désorienté par cet assaut soudain, Cthulhu se replie sous l'eau avec sa ville. Puis il décide de se rendormir pour 1000 années supplémentaires et d'attendre le bon moment pour détruire le monde. La capacité de Cthulhu à contrôler les esprits a fait oublier à tous les témoins de la bataille ce qu'ils ont vu. L'humanité est à nouveau inconsciente des dangers des profondeurs. Cthulhu ne veut pas que les gens soient prêts pour son réveil. Si tu rentres ces coordonnées dans ton GPS, tu verras où se trouve le point Nemo. En 1997, des océanographes ont enregistré un son mystérieux provenant des profondeurs de la mer. Il a été appelé le bloop et peut être facilement trouvé sur Internet. Cet événement a conduit beaucoup de gens à croire en l'existence de Cthulhu. Mais la panique n'a pas duré longtemps. Il s'est avéré que le bloop était le bruit d'un glacier qui se fendait. Ou peut-être que c'est Cthulhu qui a fait croire cela. Qui sait ? Le kraken est un calamar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros morceau de calamar que tu aies jamais vu. Et si ce monstre avait vraiment existé, le monde aurait changé au point d'être méconnaissable. Eh oui, le kraken a de puissants tentacules.
Des muscles solides avec des ventouses au bout, alors il serait impossible de s'échapper de son emprise. Il peut briser un navire en deux ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire de tout, c'est sa taille. D'après de vieilles histoires de marins, le Kraken atteignait une longueur de 1500 mètres. Cela fait presque 10 terrains de football. Peut-être que le Kraken pourrait jouer au foot. Les légendes du Kraken disent que le monstre était tellement énorme que les marins le prenaient pour une petite île. À aucun moment au cours des siècles passés, il aurait été possible de vaincre une telle bête. Si le Kraken avait existé en réalité, il aurait pu avoir des petits. Bah oui, dans tous les océans du monde, il y aurait donc d'autres monstres géants capables de couler n'importe quel navire. Il est peu probable que le Kraken aurait eu des concurrents dans son habitat, donc sa population aurait augmenté fortement. Vu sa taille, il aurait eu besoin de beaucoup de nourriture, donc la population des autres grands animaux marins aurait considérablement diminué. Les baleines bleues, les grands requins blancs, les autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines auraient été en danger. À cause de cette diminution des grands poissons dans l'océan, de nombreuses personnes seraient peu à peu mortes de faim. Les économies urbaines qui dépendent de la pêche seraient elles aussi en déclin. Les prix des petits poissons dans le monde entier augmenteraient parce que ce serait devenu dangereux de les pêcher. Pour vaincre le Kraken, il faudrait des armes puissantes, mais le monstre serait tout de même vraiment difficile à attraper. Le Kraken appartient au genre des céphalopodes. Cette espèce comprend le calamar et la pieuvre, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète. Voilà pourquoi le Kraken est un chasseur habile qui ne se battrait jamais à découvert. Alors, que peux-tu faire ? Tu ne peux pas le suivre car il vit dans les profondeurs, pas à la surface de l'eau. Tu peux cependant deviner que le monstre se trouve quelque part à proximité si beaucoup de poissons remontent à la surface. En effet, lorsque le Kraken nage, il effraie tous les poissons des alentours. Mais il est peut-être déjà trop tard. Un énorme tentacule de la taille d'une grande tour émerge de l'eau. Cette sorte de tour massive tombe sur le pont du navire et le fait voler en éclats. Les marins crient et courent dans tous les sens. Le Kraken donne un second coup et le navire a déjà presque chaviré. Ensuite, il enroule ses tentacules géants autour du navire et le tire vers le fond. Oh là là ! Mais et si les marins parvenaient à dégager le navire des tentacules du monstre ? Oui, l'équipage du navire riposte à l'aide d'armes puissantes. Le Kraken disparaît sous l'eau, il est blessé et en colère. On pourrait se dire que la bataille est terminée, mais non, le pire reste à venir. Un tourbillon se forme à côté du navire. Grâce à son énorme poids, lorsque le monstre plonge, il crée un tourbillon derrière lui. Cela fonctionne comme le drain dans une baignoire géante, et ce tourbillon aspire le navire vers le bas. La bataille avec le Kraken est encore perdue. Ce n'est vraiment pas de chance. Tu pourrais peut-être vaincre le monstre si tu réussissais à anticiper son attaque. Mais le Kraken peut te voir, toi et ton navire, avant que tu puisses te douter de quoi que ce soit. Les calamars colossaux vivent dans les eaux profondes et ils ont les plus grands yeux du règne animal. L'œil du calamar a en effet la taille d'une assiette. Grâce à cela, ils peuvent voir leur proie de très loin. De plus, un Kraken repérerait le navire bien plus tôt qu'un sonar pourrait le faire. Il aurait toujours l'œil sur toi. Eh bien, que de mauvaises nouvelles. Dans le monde entier, le transport de marchandises par bateau serait en déclin. Les compagnies aériennes assureraient la seule liaison sûre entre les continents et cela augmenterait la pollution de l'air. L'ennemi le plus efficace du Kraken serait le sous-marin. Ces derniers peuvent voyager à de grandes profondeurs et sont équipés de puissants écolocalisateurs. Cela leur permettrait de détecter le Kraken à l'avance. Les sous-marins sont également bien armés et leur corps rond et métallique n'est pas si facile à détruire. Ok, un seul Kraken pourrait être vaincu par un sous-marin, mais qu'en serait-il si plusieurs monstres marins étaient au même endroit ? 3 Kraken pourraient enrouler leurs puissants tentacules autour du sous-marin et l'entraîner vers les profondeurs où la pression détruirait leur ennemi. En d'autres termes, ils te feraient craquer. L'existence du Kraken aurait considérablement changé le développement de nombreux pays. Et si Christophe Colomb, lors de son célèbre voyage, avait vu une île qu'il aurait prise pour le Nouveau Monde. Il s'en approche, mais soudain, des tentacules sortent de l'île et coulent le navire de Christophe Colomb. La colonisation de l'Amérique du Nord aurait été retardée, peut-être jusqu'à ce que les avions soient inventés. Et le premier vol avec équipage n'aura lieu qu'au XXe siècle. Il n'y aurait pas d'Hollywood, de hamburgers ou de musique américaine célèbre. De même que YouTube, ce qui signifie que tu ne regarderais pas cette vidéo en ce moment même. Le pire, c'est qu'Internet n'existerait pas non plus, et tout cela à cause d'un stupide calamar monstrueux.
Les Vikings n'auraient pas navigué sur leurs dracars pour faire des raids et coloniser des territoires étrangers. L'histoire de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et des autres pays nordiques aurait complètement changé. Peut-être que le Titanic n'aurait pas heurté un iceberg, mais plutôt un monstre marin géant à sa place. Cela dit, il est peu probable que les gens auraient effectué des voyages sur d'énormes paquebots dans un monde peuplé d'un dangereux kraken. Mais laisse-moi penser, et si le kraken n'était pas si agressif qu'on le pense ? Il aurait cependant toujours besoin de beaucoup de nourriture, et à cause de la population croissante de ces monstres, il y en aurait justement de moins en moins dans l'océan. Par conséquent, il lui faudrait remonter de plus en plus à la surface pour aller chasser. Avec le temps, le kraken migrerait donc plus près des rivages. Dans de nombreux pays, les gens n'auraient pas le droit de se baigner dans l'océan. Imagine que tu flottes tranquillement dans l'eau et qu'un monstre de la taille d'un gratte-ciel nage juste en dessous de toi. Aller se détendre à la mer et sur une plage ne serait plus franchement à l'ordre du jour. De nombreux pays qui vivent du tourisme deviendraient pauvres. Plus les krakens auraient faim, plus ils essaieraient de capturer des proies terrestres. Un énorme calamar pourrait même attaquer les petites villes portuaires. Les maisons, les quais, les rues, tout pourrait être écrasé. Une énorme quantité de plastique serait déversée dans les océans près des côtes des grands pays. Ces milliards de tonnes de plastique dérangeraient le kraken. Un monstre en colère et affamé pourrait attaquer des ponts comme le Golden Gate. Imagine qu'un énorme calamar entoure le pont et bloque toute la circulation. Certains de ces calamars pourraient briser les solides câbles grâce à leur force et toute la structure s'effondrerait dans l'eau. On peut tous en conclure que c'est une bonne chose que le kraken n'existe pas vraiment dans nos mers et nos océans, du moins pour autant que nous le sachions. Mais le monstre pourrait-il avoir réellement existé ? Les légendes remontent à très longtemps, mais les preuves scientifiques ne sont apparues qu'au milieu du 19e siècle. En 1857, un bec de calamar de 8 cm de diamètre a été découvert sur la côte du Danemark. D'autres restes de calamars géants ont été découverts aux Bahamas, et les scientifiques ont alors eu la preuve de l'existence des calamars géants. Bien que des calamars colossaux aient été officiellement découverts depuis lors, cela fait plus de 100 ans, et nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale qu'ils peuvent atteindre. Le fait est que les calamars sont des créatures très difficiles à atteindre. Ils vivent dans les profondeurs de l'océan, là où les scientifiques ont du mal à arriver. Toute plongée à une aussi grande profondeur nécessite un équipement puissant et encombrant. Les bathyscaphes et les caméras sous-marines font beaucoup de bruit et de lumière. Ce que les calamars remarquent de loin, ils s'enfuient avant que nous puissions les voir. La légende du kraken est probablement apparue à cause d'un véritable calamar colossal. Autrefois, les gens ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors, quand ils en ont vu un pour la première fois, ils l'ont décrit comme un monstre énorme et terrible. Il est difficile de dire si ces énormes bêtes avaient vraiment la taille d'une petite île, car la vérité est que nous n'avons étudié qu'environ 5% de l'océan. Il est donc possible que dans les profondeurs, des monstres bien plus terrifiants que le kraken existent bel et bien. Comme mon neveu Peter. Salut, que dirais-tu d'un petit plongeon dans l'océan et dans le temps il y a plus d'un demi-milliard d'années ? Mais attention, cette fois-ci, on n'est pas à la recherche du mégalodon ou des reptiles marins géants. Il s'agit plutôt d'une créature bizarre, à l'aspect surnaturel appelée Anomalocaris. Le nom signifie « pas comme les autres crevettes », et tu vas voir qu'il est amplement mérité. La créature ressemble à un croisement cauchemardesque entre une crevette et un mille-pattes. 2 tentacules qui dépassent de son visage, chacun d'entre eux étant doté de dents acérées comme des rasoirs. Et ce truc fait à peu près la taille de ta jambe. Grâce à un mouvement ondulatoire de ses nageoires de chaque côté du corps, elle était plutôt gracieuse pour une créature aussi terrifiante. Elle était également plus avancée que toute autre forme de vie sur la planète à l'époque. Notamment en ce qui concerne ses énormes yeux. Tu as une lentille dans chacun des tiens. Cette crevette géante en avait 16 000, soit 4 fois plus qu'une vulgaire mouche. Et tu sais combien leur vision est bonne, assez bonne pour esquiver ta main à chaque fois. Tout cela a permis à Annie de devenir l'un des premiers animaux de la planète à se nourrir d'autres animaux. En d'autres termes, le tout premier prédateur de la Terre. Son plat préféré était les trilobites. Ce sont les vieux ancêtres des crabes. Certains de leurs fossiles portent des marques qui ont la même forme que les pièces buccales des monstrueuses crevettes. Ces terreurs du passé sont devenues aussi énormes grâce à une quantité plus élevée d'oxygène dans l'atmosphère. Un exemple parfait de cela est Meganeuropsis. Imagine une libellule aussi grosse qu'un chat, et avec une envergure d'aile plus grande que ton bras. Megan, la libellule de la taille d'un monstre, pouvait facilement attraper d'autres insectes ou même de petits animaux. Et elle battait l'air avec des mouvements rapides. À l'époque, il n'y avait pas encore de gros oiseaux ou d'autres ennemis aériens pour cette bestiole monstrueuse, donc elle était en sécurité et libre de se développer aussi largement que cette planète le lui permettait.
Les piranhas du passé avaient aussi une taille monstrueuse. Les méga-piranhas étaient environ 3 fois plus grands que les poissons carnivores d'aujourd'hui. Leur force de morsure était à peu près la même que celle d'un tigre, sachant que ces félins rayés mordent 2 fois plus fort que les lions. Cela signifie que non seulement ils mangeaient probablement d'autres poissons et des créatures terrestres qui s'approchaient trop près de l'eau, mais qu'ils pouvaient aussi facilement s'attaquer à de grosses tortues malchanceuses et d'autres créatures à carapace. Et fait amusant, les piranhas modernes aboient comme des chiens lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en confrontation, même si cela ressemble plutôt au bruit d'une grenouille. Mais alors, à quoi pouvait bien ressembler le rugissement de leurs cousins géants ? Que dirais-tu des scorpions de mer géants de la taille de ton lit ? Retourne environ 460 millions d'années en arrière et tu pourras en voir. Mais fais attention à cette queue. Les scientifiques ne savent toujours pas si ces créatures pouvaient l'utiliser pour injecter du venin comme les scorpions modernes. Mais dans le doute, il vaut mieux ne pas s'en approcher de trop près. Et puis, il y a ce type, Therizinosaurus. Terry ressemblait à une sorte d'oie au long bras, mesurant environ 2 étages de haut et d'une longueur supérieure à celle d'un autobus. Ses bras donnaient au T-Rex un aspect encore plus compact puisque chacun mesurait 2 mètres de long, presque le triple de ceux du T-Rex. Et au bout, ils avaient des griffes acérées comme des rasoirs, de la taille de ton bras entier. Mais ne t'inquiète pas trop de ces longues griffes. Terry les utilisait probablement pour fouiller dans des nids de termites géants. Cette énorme oie reptilienne était en effet plus intéressée par les insectes et les plantes. Megatherium est un autre méga-monstre. Ce paresseux géant pouvait regarder une girafe droit dans les yeux et peser autant qu'un hippopotame. Il se déplaçait principalement sur ses pattes arrière et utilisait sa queue massive comme support. Il avait des pattes énormes avec des griffes colossales de la taille d'un couteau. Le paresseux pouvait les utiliser pour se défendre de ses ennemis et pour plier les branches des arbres à la recherche de nourriture. Mais le plus grand danger pour le paresseux géant n'était pas les dinosaures ou les tigres à dents de sabre. C'était notre propre espèce. Oui, les humains sont arrivés juste à temps pour rencontrer ce type. Et pour le décimer. Le Titanoboa était un terrifiant serpent de 15 mètres, aussi long que le mégalodon lui-même. Il était également plus de 2 fois plus lourd que le champion des poids lourds parmi les serpents d'aujourd'hui, l'anaconda vert. Les crocodiles étaient régulièrement sur le menu de ce serpent. Le Titanoboa pouvait nager 3 fois plus vite que le nageur olympique le plus rapide que notre espèce ait jamais vu. Il était d'ailleurs plus rapide et plus dangereux dans l'eau qu'en dehors. Et n'oublie pas la partie boa de son nom. Ce serpent massif n'était pas venimeux, mais il aimait les étreintes. Tu te souviens de cette crevette géante de tout à l'heure ? Eh bien, Opabinia pourrait être sa petite cousine, mais de la taille d'un doigt. Et au lieu de 2 tentacules, cette chose avait une sorte de tuyau d'aspirateur qui sortait de son visage. Au bout de cette trompe, elle avait ce qui ressemble à une pince de crabe. Ajoute 5 yeux et une bouche sous sa tête et tu auras le portrait d'une créature semblant provenir d'une autre planète. Sauf qu'elle vivait vraiment sur Terre. Cette créature utilisait sa trompe comme le fait un éléphant. Sa griffe attrapait la nourriture au fond de l'océan et l'amenait jusqu'à la bouche. Elle était tellement bizarre qu'apparemment, lorsque le scientifique qui l'a découverte a présenté ses trouvailles à un public, ils ont tous ri comme s'ils plaisantaient. Et maintenant, un monstre de la vie réelle, le monstre Tully. De loin, il ressemble un peu au monstre du Loch Ness, Nessie, avec son long cou et ses mâchoires bordées de dents. Mais rapproche-toi et tu verras que c'est plutôt un long nez avec une bouche attachée au bout, comme un moustique. Ses yeux sont plus éloignés et sortent de tubes en forme d'escargot. Tully était un ancien mollusque de la taille de ton avant-bras. Il se nourrissait probablement de méduses et de crevettes il y a 300 millions d'années. Thylacos minus te fera sourire, tant que tu ne t'approches pas trop. Non, ce n'est pas un cousin du tigre à dents de sabre. C'est un marsupial, ce qui le rend plus proche d'un kangourou qu'autre chose. Et si on les ramène à la taille de son corps, ses crocs étaient en fait plus longs que ceux d'un tigre à dents de sabre. Et il ne cessait de croître. Quant à cette barbe sur son menton, c'est en fait tout son menton. L'os de la mâchoire inférieure grandissait jusqu'à un point situé sous la bouche. Ses crocs étaient enracinés dans le crâne et remontaient jusqu'à ses yeux. Quand la bouche était fermée, cette barbe osseuse protégeait les longues dents pointues de la rupture. Staghonolepis ressemblait peut-être à un gros crocodile au museau écrasé, mais il était surtout inoffensif.
Sa petite tête et son faible nombre de dents laissaient le reptile assez démuni pour se protéger. Mais c'est à cela que servaient toutes ces écailles blindées. Et pas besoin de crocs énormes ou de longues rangées de dents acérées comme des rasoirs quand tu es un mangeur de plantes. Le bout de son museau en forme de bec permettait au Stagonolepis de déterrer des plantes. Donc en réalité, ce reptile ressemblait plus à un cochon à écailles de 3 mètres. Le Basilosaurus était une sorte de baleine ancienne qui vivait sur notre planète il y a environ 45 millions d'années. Il n'était pas aussi grand qu'une baleine bleue, mais tout de même assez grand pour se nourrir des autres baleines et même des requins. Certaines personnes pensent que ces monstres pourraient encore exister aujourd'hui. Des témoins oculaires affirment avoir vu un dragon marin géant. Et le Basilosaurus correspond à la description. De plus, 90% de nos océans sont encore inexplorés, ce qui fait beaucoup de place pour cacher un monstre marin, aussi gros soit-il. Mais les scientifiques n'ont pas trouvé de fossiles de cette ancienne baleine de moins de 3,7 millions d'années. Ce mythe est donc détruit. Le stégosaure est l'un des dinosaures les plus reconnaissables qui ait jamais vécu. Il se distingue facilement par les énormes pointes de sa queue et les plaques osseuses de son dos. Il était 2 fois plus grand qu'une girafe et près de 5 fois plus lourd. Mais par rapport à sa taille, il avait le plus petit cerveau du monde. Il n'était pas plus grand que celui d'un chien. Pelagornis avait la plus grande envergure de tous les oiseaux jamais découverts. Il était 2 fois plus grand que le plus grand oiseau d'aujourd'hui, l'albatros hurleur. Ses ailes énormes rendaient le décollage de l'oiseau difficile. Il ne pouvait le faire qu'en sautant des falaises. Et quand il déployait finalement ses ailes, ce géant ne pouvait voler qu'à environ 65 km/h. L'oiseau le plus rapide aujourd'hui peut atteindre une vitesse 5 fois supérieure. Si tu dessines une carte et que tu traces une ligne qui va de l'île des Bermudes à Porto Rico, puis à Miami, et qui revient aux Bermudes, qu'est-ce que tu obtiens ? Le tristement célèbre triangle, connu pour avoir avalé des milliers de navires et d'avions au cours des siècles. Mais il y a un nouveau mystère dans cet endroit déjà énigmatique. Quelque chose se cache dans les eaux profondes, et il laisse des indices bizarres de son existence. Splash ! Ton sous-marin touche la surface de l'eau. Tu descends de 30, 300, 600, 900 mètres. Il fait de plus en plus sombre. Les parois du sous-marin craquent sous l'effet de la pression. Plus de 10 000 kPa, c'est un peu comme si le poids d'un piano à queue comprimait chaque centimètre carré de ton corps de tous les côtés. Tu es arrivé à destination. Il ne te reste plus qu'à repérer la bête. Juste à temps. Dans le vide obscur, tu distingues une vive lueur verte au loin. Elle se rapproche. En s'approchant, elle grossit. C'est elle. Cette créature qui a laissé d'étranges marques circulaires sur les poissons, les dauphins, les baleines et même les autres requins. Le voici. Le scalet féroce. Ne te laisse pas tromper par sa taille. Il n'est peut-être pas plus long qu'une quille de bowling, mais cette créature est un parasite. Il s'attache aux autres animaux marins avec ses dents de scie parfaitement alignées. En une seule bouchée, il se remplit le ventre, se détache et continue sa journée. Son casse-croûte ambulant s'en va, lui aussi, à la nage, encore vivant. La seule preuve de ce rendez-vous, une marque en forme de cookie sur son corps. Ne pense pas être en sécurité dans ton sous-marin. Ces petits gars audacieux sont connus pour s'en prendre aussi aux sous-marins. Tu décides de ne pas prendre le risque que le requin fasse un trou dans la seule chose qui t'empêche d'être réduit en bouillie par l'eau environnante. Tu pars à la rencontre d'autres créatures étranges qui se cachent dans le triangle des Bermudes. À une profondeur 2 fois plus grande, on trouvera le poisson-dragon. Contrairement aux autres habitants des eaux profondes, ces poissons produisent de la lumière dans la gamme infrarouge. Les autres poissons sont plutôt dans le bleu et le vert. Cela donne au poisson-dragon un énorme avantage. Il émet une lumière que les autres habitants marins ne peuvent pas percevoir. Les créatures qui veulent manger le poisson-dragon ne peuvent pas le détecter aussi bien que celles dont il se nourrit. Le vampire des abysses est un habitant des profondeurs vraiment unique. Ni vampire, ni calmar, ni pieuvre, cette chose est une espèce unique en son genre. Il a les plus grands yeux par rapport à la taille de son corps de tous les animaux de la planète. Lorsque le vampire des abysses se sent menacé, il enroule ses bras autour de son corps. En fait, c'est comme s'il se mettait à l'envers. Un autre animal à éviter ici est le terrifiant ver bobit. Il s'enfouit dans le plancher océanique, laissant une petite partie de son corps à l'air libre. Il se prépare pour l'heure du déjeuner avec ses pinces buccales bien écartées. Au menu, d'autres vers et poissons qui peuvent être 7 fois plus gros que le bobit.
Il utilise ses 5 antennes pour détecter la proximité de son repas et crac! En un instant, le ver s'élance vers l'avant et attrape sa proie avec ce qui lui sert de bouche. Ce n'est pas encore fini. Une fois que ses mâchoires sont verrouillées sur son repas, le ver y injecte son venin et le tire vers le bas, dans son terrier, pour se régaler. La langue de l'océan est l'une des tranchées les plus profondes du triangle des Bermudes. C'est aussi le lieu de reproduction secret des requins-tigres. Tu les reconnaîtras instantanément grâce à leurs rayures de tigre gris foncé sur les flancs. Il s'agit de la 2e plus grande espèce de requin prédateur après le grand requin blanc. Et avec une telle taille vient un prodigieux appétit. Les mammifères marins, les petits requins, les raies et les tortues vertes sont tous au menu. Si tu te retrouves un jour face à un requin-tigre, espérons que cela n'arrivera pas, rappelle-toi que tu peux déterminer l'âge du poisson en regardant ses rayures. Elles s'estompent avec le temps, donc plus le requin est jeune, plus ses rayures sont prononcées. Il y a beaucoup de zooplancton dans le triangle des Bermudes. Il s'agit généralement d'organismes de petite taille qui sont essentiels à la structure de la chaîne alimentaire de l'océan. Mais attention, si rien ne les mangeait et qu'on les laissait se développer de manière incontrôlée, le zooplancton recouvrirait le monde entier de multiples couches en seulement 4 mois. Oh, et le plus grand type de zooplancton est en fait la méduse. Les méduses existaient bien avant les dinosaures. Tu sais sans doute déjà que ton corps est composé de 60% d'eau. Eh bien, une méduse en est composée à 95%. Ainsi, si elle est rejetée sur le rivage, après quelques heures, la majeure partie de son corps va s'évaporer dans l'air. Il existe aussi une méduse qui vit éternellement. La méduse immortelle peut revenir à son stade de polype et se développer à nouveau. On dirait quelque chose qui vient d'une autre planète, mais ce n'est pas une méduse de l'espace. Celle-ci existe vraiment d'ailleurs. Dans les années 90, la NASA a élevé des méduses dans l'espace pour voir ce que l'apesanteur leur faisait. Elles ont très bien vécu là-haut dans le cosmos. Mais quand elles sont redescendues sur Terre, elles ont eu du mal à se réadapter. L'anguille européenne n'est pas allée dans l'espace, mais elle est une sacrée globe-trotteuse. Elle se déplace depuis l'Europe jusqu'à la mer des Sargasses, où se trouve le triangle des Bermudes. À l'état larvaire, elle ne fait que dériver dans l'océan pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. C'est aussi le caméléon des mers. Au fil des ans, l'anguille européenne change de couleur et passe du translucide au jaune, puis à l'argent métallique. Elle est nocturne et secrète. C'est le compagnon idéal pour dévaliser le réfrigérateur à minuit. Un calmar géant de plus de la moitié de la longueur d'un terrain de football américain s'est échoué sur une plage de Floride. Les chercheurs soupçonnent ce mastodonte de provenir de l'océan Atlantique, près du triangle des Bermudes. Les calmars géants sont les plus longs invertébrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils ont également les plus grands yeux jamais vus sur Terre. Ils sont aussi grands qu'un ballon de foot. Une autre créature que l'on trouve près du triangle des Bermudes est la crevette de Sterer. Elles étaient si habiles à rester discrètes que personne ne soupçonnait l'existence de ces créatures jusqu'en 2011. Certaines femelles de ces crevettes cavernicoles portent un nombre impressionnant d'œufs en elles. Les scientifiques ont découvert qu'une femelle avait environ 2000 œufs attachés à son corps. Le pétrel des Bermudes est l'oiseau national des... Oui, vous l'avez deviné, Bermudes. C'est le 2e oiseau de mer le plus rare de la planète. En fait, les gens pensaient que cette espèce avait disparu jusqu'en 1951, lorsqu'ils en ont repéré quelques-uns sur l'île. Il a un cri étrange qui te donnera des frissons dans le dos. Le mérou de Nassau ne se trouve que sur les côtes du sud de la Floride. Ce poisson est à l'affût et tend des embuscades à d'autres poissons, crabes et homards. Il est en quelque sorte apparenté à un aspirateur, car il aspire sa nourriture par son énorme bouche. Le poisson a aussi un mécanisme de défense plutôt cool. Comme le caméléon, il change de couleur lorsqu'il se sent en danger. Parfois, il prend une teinte plus claire ou plus foncée de sa couleur de base pour se fondre dans l'environnement. Ainsi, tu peux repérer un mérou de Nassau ou pas. Si par hasard tu te rends dans le triangle des Bermudes, tu verras probablement un requin-marteau. Ils utilisent cette tête emblématique en forme de marteau pour planter leur repas, des raies au fond de l'océan. La forme de leur tête leur permet également de mieux voir. Ils peuvent voir à presque 360 degrés tout autour, au-dessus et en dessous d'eux, à l'exception d'un angle mort situé juste devant leur nez. La tortue imbriquée n'a peut-être pas l'air intimidante, mais elle ingurgite tout ce qu'elle croise, avec son bec comparable à celui d'un oiseau. Des éponges de mer, des algues et même des méduses venimeuses. Beaucoup de choses présentes dans leur menu ne sont pas comestibles pour la plupart des autres espèces. Mais la graisse de leur corps peut absorber le venin et les toxines et elles s'en sortent indemnes. Le fameux triangle abrite également le ver de feu des Bermudes.
Ce ne sont pas vraiment des vers, mais des larves. Ils produisent cette lumière vive à partir d'un organe situé près de leur queue. Cette lumière incite les petites créatures à venir vers eux, ce qui leur permet de capturer facilement leur repas. La plupart du temps, ils ont l'air plutôt ordinaires, mais ils ont un horaire étrangement fixe. Chaque 3e nuit après la pleine lune, en été, à une heure précise, le ver luisant s'illumine. Mais revenons à ces créatures plus cauchemardesques dans le triangle des Bermudes. Il y a le requin lutin. Il est considéré comme un fossile vivant car c'est la dernière espèce restante de sa famille animale. Il ne fait que la longueur de ton avant-bras et n'a l'air de rien. Mais si tu regardes bien, son repas s'approche trop près et boum! La mâchoire du requin sort de sa gueule et s'accroche à la créature malchanceuse. Une fois que les dents se sont refermées, la mâchoire retourne directement dans la bouche du requin. Et oui, tu partages la planète avec cette chose. Tu navigues sur le fleuve Amazon à bord d'une pirogue sous un soleil brûlant. Alors que tu regardes ta carte, ton bateau commence à tanguer d'avant en arrière. Le courant commence à devenir plus intense, alors tu t'accroches pour sauver ta vie. Tu ranges ta carte dans ta poche et essaies de reprendre le contrôle de ton bateau. Tu heurtes quelques rochers et tu te baisses pour éviter les branches d'arbres. Ton embarcation heurte un gros rocher sorti de nulle part et tu es propulsé par-dessus bord. Tu nages dans l'eau verte et trouble. Alors que tu fais de ton mieux pour atteindre le rivage, ta pirogue est emportée par le courant. Sous l'eau se trouve un tout nouveau monde d'animaux bizarres et dangereux. Les poissons kangourous sont des créatures ressemblant à des serpents qui peuvent atteindre jusqu'à 40 cm de long. Les arapaimas peuvent mesurer plus d'un homme adulte et sont plus grands que la plupart des joueurs de basket. Ce sont les plus gros poissons d'eau douce d'Amérique du Sud. Ils ont un système de branchies hybride qui les oblige à remonter à la surface toutes les 5 à 15 minutes afin d'inhaler de l'oxygène pour leur grande vessie natatoire. Tu nages hors des eaux déchaînées et tu te sèches. Oh non, ta carte est complètement trempée. Il n'y a aucun moyen d'arriver à ta destination sans elle. Tu t'aventures dans l'épaisse forêt tropicale en repoussant les branches et les feuilles. En t'enfonçant davantage, tu remarques quelque chose sur un arbre. Il bouge à peine, mais il a des griffes acérées et un pelage clairsemé. Il tend le bras vers une autre branche et essaie de se hisser, mais très lentement. Les paresseux dorment plus de la moitié de leur journée et ne descendent des arbres qu'une fois par semaine. Ils sont tellement immobiles que des algues et de la mousse poussent parfois sur leur fourrure. La forêt tropicale se densifie à chaque pas, jusqu'à ce que la lumière du soleil n'éclaire presque plus le chemin devant toi. Tu remarques qu'une silhouette te suit. À chaque branche sur laquelle tu marches, tu peux entendre un faible son juste à côté de toi qui se faufile. Tu commences à marcher un peu plus vite, mais le son te rattrape. Tu arrives à sortir de la partie dense et tu marches sur un chemin étroit jusqu'à ce que tu atteignes une falaise. Tu ne peux pas progresser normalement ici, alors tu te colles contre la paroi et tu marches de côté pour longer la falaise. Tu avances lentement avec la rivière à 10 mètres en dessous de toi. Tu bouges ton pied et quelques pierres tombent dans la rivière. Tu continues à avancer et fais un faux pas. Tu es sur le point de tomber, mais tu t'accroches à une grosse branche d'arbre et tu te hisses. Tu remarques un couple de grenouilles cocoy de Colombie à quelques centimètres de tes doigts. Toucher l'une de ces grenouilles peut être extrêmement dangereux et nocif, malgré leur magnifique motif coloré. La cocoille de Colombie est l'un des animaux les plus venimeux au monde. L'une d'elles bondit juste à côté de toi, alors tu lâches la branche et tombes dans la rivière. Les flots te ballottent jusqu'à ce que tu atteignes un courant calme. Sous toi se trouve une nuée de piranhas qui barbotent avec leurs dents acérées. La couleur rouge de leur peau ne laisse aucun doute, alors tu t'enfuis à la nage comme un athlète olympique. Les piranhas mangent tout ce qui leur passe sous les nageoires, quelle que soit sa taille. Tu t'accroches à une bûche et grimpes sur un petit rocher pour reprendre ton souffle. Il y a une énorme anguille électrique sous le rocher. Malgré leur nom, elles sont plus apparentées aux poissons-chat qu'aux anguilles. Elles utilisent leur puissant 600 volts d'électricité pour se défendre et attraper de la nourriture. Tu es coincé, sauf si tu es comme le basilic commun et que tu peux glisser sur l'eau comme un jet ski. Ces incroyables lézards ont des palmures spéciales sur leurs orteils et peuvent courir au-dessus de l'eau sur la distance d'un terrain de basket. Tu sautes sur un tas de rochers jusqu'à ce que tu atteignes le rivage. Tu continues à marcher le long de la rive jusqu'à ce que tu croises un rocher en mouvement. Tu te frottes les yeux et tu le vois à nouveau bouger. C'est une tortue à l'allure de dinosaure qui ressemble à un crocodile avec une armure. Le matamata est une tortue d'eau douce qui se camoufle dans son environnement pour attraper ses proies. Sa tête s'étire plus longuement que son corps. Tu te faufiles pour la dépasser et poursuis ton chemin.
Tu retournes dans la forêt tropicale et trouves un endroit pour te reposer. Attends, il y a des fourmis géantes partout. Ce sont les plus grosses fourmis du monde et elles peuvent produire l'une des piqûres les plus douloureuses qui soient, comparable à celle d'une guêpe. Tu te lèves immédiatement et trouves un autre endroit pour te reposer. En continuant à marcher, tu remarques la même sensation de quelque chose qui te suit. Tu peux entendre le bruissement de quelques feuilles, mais il commence à faire sombre et il n'y a aucun moyen de savoir de quoi il s'agit. Tu trouves un joli petit coin pour faire un feu de camp et te reposer. Mais en Amazonie, tout est une menace. Sauf ces mignons capybaras qui se promènent. Ils vivent en groupe près des sources d'eau. Ce sont aussi les plus gros rongeurs du monde. Tu n'as pas à t'inquiéter de leur présence si tu es coincé au milieu de la forêt tropicale amazonienne. Soudain, tu sens que quelque chose se glisse à côté de toi. Tu regardes au sol et tu vois un énorme anaconda vert sur le point de t'étrangler. Ce sont les serpents les plus lourds du monde. Ils peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long et ont un énorme appétit. Tu te lèves et tu t'enfuis en courant. Hourra, tu as trouvé une grotte où t'abriter. Il fait à nouveau jour et tu es toujours en vie. Tu continues à marcher dans la jungle. Tu as pu trouver un petit déjeuner et récupérer de l'énergie pour le reste de la journée. Tu repères quelque chose sur un arbre qui ressemble à une branche. Mais il s'agit en fait d'un potou, un maître du camouflage qui peut passer des jours immobiles sur des branches d'arbres cassées. Ces oiseaux bizarres utilisent ces branches comme leur habitat permanent où ils pondent leurs œufs et se reposent toute la journée. Tu continues ton chemin dans la forêt tropicale et tu vois une araignée Phonotria qui rampe sur une branche d'arbre juste devant toi. On en trouve 8 espèces dans la région de l'Amazonie. Elles font partie des araignées les plus agressives et les plus venimeuses qui existent. Tu fais donc un grand détour et t'en éloignes. Tu sens à nouveau quelque chose marcher à côté de toi, mais tu n'arrives toujours pas à déterminer ce que c'est. Devant toi, tu vois une falaise abrupte avec une chute d'eau qui tombe dans un grand lac. Il semble paisible jusqu'à ce que tu vois un groupe de caïmans noirs se rassembler autour de la rive. Ce sont les plus grands prédateurs de tout l'écosystème amazonien et ils se nourrissent de tout ce qui bouge. C'est une bonne chose que tu sois sur les hauteurs, sinon, oups, tu glisses et tombes dans la rivière, en plein dans le bassin. Pour l'instant, aucun caïman ne t'a repéré. Tu nages sous l'eau et essaies d'atteindre l'extrémité opposée à celle où se trouvent les reptiles. En sortant et en te séchant, tu remarques de grandes taches noires sur toi. Tu essaies de les retirer, mais elles sont bien accrochées. La sangsue géante d'Amazonie trouve sa cible en suivant les mouvements et l'ombre. Une fois qu'elles sont fixées à la peau, il est extrêmement difficile de les extraire. La meilleure façon de le faire est de glisser ton doigt à côté de leur bouche et de les retirer lentement. Tu parviens à les enlever de ton corps et tu vois que les caïmans nagent vers toi. Tu es coincé avec ces reptiles affamés qui s'approchent. Soudain, un dauphin rose saute hors de l'eau et les éclabousse tous. Ils peuvent être plus grands que les humains et sont les stars de l'Amazonie. Les scientifiques pensent que leur couleur provient des capillaires sanguins de leur peau. En Amazonie, il y a même des requins bulldogs qui nagent partout. Ces poissons géants carnivores sont un danger pour les humains et peuvent nager aussi bien en eau salée qu'en eau douce. Ces requins s'attaquent à tout ce qui se trouve à leur portée, y compris les autres requins. Le dauphin a distrait les caïmans, alors tu grimpes sur la falaise et essaies de trouver le meilleur moyen de t'échapper. Les mâchoires béantes qui attendent que tu retombes dans le lac sont juste en dessous de toi. Tu parviens à grimper jusqu'au sommet, mais lorsque tes bras te hissent sur la plateforme, la première chose que tu vois est un jaguar qui te regarde droit dans les yeux. C'est la créature qui t'a suivi pendant tout ce temps. Tu te relèves et il commence à te tourner autour en préparant son attaque. Tu sais que tu ne peux pas affronter un jaguar, ni le distancer. Tu attrapes donc une grosse branche au sol pour te défendre. Il saute sur toi, mais tu te baisses juste à temps pour l'éviter. Le jaguar termine dans l'eau, loin des caïmans. Heureusement que ces gros chatons sont d'excellents nageurs. Tu te relèves et continues. À ta grande surprise, tu retrouves ta pirogue. Tu la répares et tu sors de cet enfer vert. Ouf! Au cours des 30 dernières années, les scientifiques ont fait une incroyable découverte d'une nouvelle créature vivant profondément sous la surface de l'océan. Le nom de cette créature est l'éponge harpe. Si tu te demandes pourquoi il a fallu tant de temps pour découvrir cet animal, il faut savoir qu'il vit généralement à une profondeur d'environ 3400 mètres sous la surface de l'océan.
Cette espèce d'éponge a été découverte pour la première fois au large de la Californie grâce à un robot suffisamment solide pour explorer ces profondeurs extrêmes que l'océan a à offrir. C'est sans aucun doute une zone de la planète où même les créatures à l'apparence la plus bénigne peuvent être potentiellement dangereuses. Et les scientifiques ont été surpris de constater que cette créature était bien plus qu'une simple éponge. Cela peut sembler évident, mais l'éponge harpe a été baptisée ainsi parce que sa structure de base, appelée aube, a la même forme qu'une harpe. Chaque aube est composée d'une branche horizontale soutenant plusieurs branches verticales parallèles. Mais ne te laisse pas tromper par l'apparence fantaisiste et amusante de l'éponge harpe, ou par son joli nom. C'est un redoutable chasseur des profondeurs. Elle a une capacité unique de capturer et d'envelopper de petits animaux à l'aide de ses rhizoïdes, des fibres courtes et fines. Grâce à elle, l'éponge harpe s'accroche au fond vaseux et mou de l'océan et attrape les minuscules créatures qui se retrouvent prises dans ses branches par les courants des profondeurs. D'autres créatures spongieuses se nourrissent souvent en prélevant des bactéries et des morceaux de matière organique de l'eau de mer et en les filtrant à travers leur corps. Mais pas notre éponge harpe. Au lieu de cela, elle attrape son futur repas avec de minuscules crochets barbelés qui recouvrent chacune de ses branches. L'éponge harpe a une préférence pour les petits crustacés comme les crabes, les écrevisses et les crevettes. Une fois qu'elle en tient un dans ses griffes, elle enveloppe l'animal d'une fine membrane avant de commencer à le digérer lentement. Les chercheurs pensent que l'éponge harpe utilise cette méthode d'alimentation car il n'y a pas assez de nutriments en profondeur. Cela rend l'alimentation traditionnelle par filtrage des particules moins efficace. Les recherches ont montré que cette créature est encore en train d'évoluer. Les premières éponges harpes que les chercheurs ont trouvées n'avaient que 2 aubes. Mais plus tard, les scientifiques ont découvert d'autres spécimens qui avaient 6 aubes. L'éponge harpe pourrait avoir évolué vers cette structure élaborée, ressemblant à un bougeoir, pour augmenter sa surface. En général, les éponges harpes atteignent une taille de 30 cm, mais les chercheurs en ont trouvé une qui en faisait le double. L'éponge harpe est aussi belle que rare. Tu vois ces petites boules blanches au sommet des branches ? Maintenant, pourquoi ne pas se pencher sur d'autres créatures qui vivent sous la zone photique des océans de la Terre ? Il s'agit de la zone située sous la surface de l'océan qui reçoit encore un peu de lumière du soleil. Grâce à cela, de nombreux organismes et créatures y prolifèrent. Tout animal vivant au-delà de cette zone est considéré comme une créature abyssale. Le ver Annelide tomopteris est un ver segmenté que l'on trouve dans la zone crépusculaire de l'océan. Il s'agit de la zone qui se trouve entre 200 et 1000 mètres sous la surface. Ces créatures ne font souvent pas plus de 2,5 cm de long, mais les plus grandes d'entre elles peuvent mesurer jusqu'à 30 cm. Lorsqu'ils nagent et se nourrissent, ces vers effectuent ce que les chercheurs décrivent comme une incroyable danse. En effet, ils peuvent nager à grande vitesse et opérer très facilement des virages à des angles serrés. Lorsqu'on entend le mot « ver », on pense généralement au ver de terre commun. Il est donc intéressant de savoir qu'il existe un ver des profondeurs qui ne sort jamais de l'eau de toute sa vie. La plupart d'entre nous essaient d'éviter le contact avec les méduses échouées sur le sable ou celles qui nagent près de la surface. Mais tu ne risques pas de rencontrer la méduse Crossota, qui est aussi une créature abyssale. Cette magnifique méduse est généralement de couleur rouge rubis, orange vif ou violet électrique. C'est ce qui a permis aux chercheurs de réaliser qu'ils avaient trouvé une nouvelle espèce de méduse. La créature atteint une taille maximale de 2,5 cm de diamètre. Elle a des tentacules qui s'étendent dans toutes les directions. Si tu t'en approches, elle rassemblera tous ses tentacules vers son corps avant de s'éloigner rapidement à la nage pour éviter le danger. La méduse Crossota est extrêmement rare. Tu ne la verras pas très souvent. Et tu devras peut-être utiliser le robot de plongée profonde dont on a déjà parlé. Maintenant, si les vers et les méduses peuvent sembler tout à fait inoffensifs, ce n'est pas le cas du poisson vipère du Pacifique. Cette créature est équipée d'une très grande bouche et ses dents en forme d'aiguille sont la clé de sa stratégie de chasse. Le poisson vipère du Pacifique vit à environ 1500 mètres sous la surface de l'océan. Mais il fait partie des nombreux animaux marins qui migrent chaque nuit des profondeurs vers des eaux moins profondes pour se nourrir. Et qu'y a-t-il au menu d'aujourd'hui ? Beaucoup de petits poissons et de crevettes. La créature peut mesurer jusqu'à 30 cm de long. Ses 2 crocs avant, qui se dressent sur sa mâchoire inférieure, juste devant ses yeux, sont particulièrement spectaculaires.
Lorsque le poisson décroche sa mâchoire, sa bouche peut s'ouvrir assez largement pour engloutir de plus petits animaux. Et sa dentition forme une sorte de cage qui empêche toute fuite. Tu as déjà vu une créature sous-marine qui ressemble à une fraise? Oui, ça existe. Regarde ces petits points sur le calmar fraise. Cette créature a un gros œil et un autre plus petit. On pourrait croire que c'est gênant et inconfortable, mais c'est en fait tout le contraire. Le grand œil gauche regarde vers le haut, il repère les ombres projetées par d'autres animaux dans les eaux peu éclairées au-dessus, et sa forme tubulaire l'aide à collecter autant de lumière que possible. De l'autre côté de la tête du calmar, tu peux voir son œil droit. Il est petit et regarde vers le bas. Cet œil recherche les flashs de bioluminescence produits par les animaux qui se cachent dans les eaux plus sombres en dessous. La bioluminescence désigne la production et l'émission de lumière par des organismes vivants. Au fait, ce calmar a un surnom. Il est connu sous le nom de calmar qui louche. Cela est simplement dû à la différence de taille remarquable entre ses deux yeux. Comme la lumière n'atteint pas les profondeurs de la mer, le corps du calmar fraise semble noir. Cela l'aide à se cacher de ses prédateurs comme les requins et les dauphins. En général, le calmar fraise atteint une longueur de 13 cm. Il vit à environ 900 mètres sous la surface, mais nage vers des eaux moins profondes la nuit. L'étoile à plumes est une créature marine sans colonne vertébrale, mais avec des membres en forme de plumes qui rayonnent à partir du centre de son corps. Cette créature est apparue pour la première fois il y a environ 200 millions d'années. Apparentée aux étoiles de mer, elle ressemble à une fleur. Mais si tu t'en approches, elle s'éloigne rapidement à la nage. Mais toutes les étoiles à plumes ne savent pas nager. De nombreuses espèces ne peuvent que ramper sur le fond de la mer. Comme certaines des autres créatures des profondeurs que nous avons examinées, l'étoile à plumes peut s'adapter à son environnement. Elle a la capacité effrayante de se débarrasser de ses membres, de la même façon que certains lézards peuvent se débarrasser de leur queue. Cela l'aide aussi probablement à échapper à ses ennemis. Les étoiles à plumes vivent partout dans le monde, de l'équateur au pôle, du sommet des récifs des eaux peu profondes aux profondeurs abyssales de la mer. Dans la catégorie des créatures mystérieuses, le nom de celle-ci est tout à fait approprié. Le vampire des abysses pourrait être le symbole officiel de la faune des profondeurs. Il a un corps rouge foncé, d'énormes yeux bleus et une toile semblable à une cape qui s'étend entre ses 8 bras. Ces caractéristiques, ainsi que son nom, peuvent suggérer que la créature est une sorte de chasseur terrifiant. Mais en réalité, le vampire des abysses est une créature timide au corps mou, de la taille, de la forme et de la couleur d'un ballon de football américain. Il atteint une longueur d'environ 30 cm et vit à 900 mètres sous la surface. Il n'y a presque pas d'oxygène à cette profondeur, mais aussi relativement peu de prédateurs. Bienvenue dans la salle des monstres. Je vois que tu portes ton équipement de protection. C'est une bonne chose car pendant ta visite ici, ta sécurité n'est pas garantie. À chacun de tes pas, prends garde, car les monstres que tu verras sont les plus effrayants des contes japonais. S'ils ne te hantent pas pendant ta visite, ils hanteront tes rêves. Et laisse-moi te dire qu'aucun dessin animé n'aurait pu te préparer à ça. Je vois déjà le doute et la peur dans tes yeux. Alors commençons notre visite avant que tu ne perdes la petite lueur de courage qu'il te reste encore. Et quoi de mieux pour débuter que le Nopperabo? Tu ne t'en rendras peut-être pas compte, mais il est heureux d'avoir de nouvelles victimes. Je veux dire, des visiteurs. Le Nopperabo ressemble à s'y méprendre à un être humain ordinaire. Du coup, il peut se fondre facilement dans la foule. Mais les choses deviennent assez étranges lorsque tu te retrouves face à face avec lui, car il n'a pas de visage du tout. Sa tête est comme une boule lisse, mais le Nopperabo est tout à fait inoffensif. Il ne fait qu'effrayer les gens, c'est tout. Dans les légendes et les histoires, il le fait généralement en se faisant passer pour quelqu'un de familier auprès de ses victimes. Une fois qu'il a attiré leur attention, son visage s'efface, comme un dessin avec une gomme. Il ne reste plus que sa peau blanche et sans traits, sans yeux, sans nez, sans bouche. Ainsi, comme tu peux l'imaginer, sa véritable identité reste un mystère. L'une des histoires du Nopperabo concerne un pêcheur paresseux. Malgré les avertissements de sa femme, il part pêcher la carpe d'ornement dans un étang impérial et sacré. En chemin, il rencontre un autre pêcheur qui lui conseille également de ne pas y aller. Il n'en tient pas compte. Une fois arrivé à l'étang, une belle jeune femme le supplie de ne pas pêcher. Mais il ne l'écoute pas non plus. C'est alors qu'elle efface son visage. Lorsque le pêcheur se réfugie chez lui, effrayé, sa femme le réprimande pour sa faute et,
Attention, spoiler, elle efface son visage à son tour. En parlant de poissons et d'étangs, voici les kappas. Ne te fie pas à leur aspect amusant de mascotte, les kappas sont de dangereux monstres qu'il vaut mieux éviter. Ces créatures, souvent représentées comme des tortues humanoïdes, vivent près des lacs et des étangs, parfois dans les rivières. Les kappas font généralement la taille d'un enfant humain, mais ils sont bien plus forts qu'un homme adulte. La couleur de leur peau peut varier du vert au rouge vif, voire au bleu. En outre, ils sont souvent visqueux ou couverts d'écailles. Aussi unique que puisse être chaque kappa, ils ont tous une carapace de tortue sur le dos et une bouche qui ressemble à un bec. Leurs mains et leurs pieds sont palmés entre les orteils et les doigts. Mais le plus caractéristique dans leur apparence, c'est l'objet en forme de bol qui se trouve sur leur crâne. Ce bol est considéré comme la source du pouvoir et de la force vitale des kappas, et doit être rempli d'eau en permanence. S'ils renversent le bol ou l'abîment, les kappas s'affaiblissent considérablement et ne peuvent plus bouger. Les kappas sont connus pour leur malice. Bien qu'ils puissent se lier d'amitié avec les humains, il faut toujours les approcher avec prudence, car ils pourraient essayer de t'attirer dans l'eau pour te manger. Mais il est également possible qu'ils t'invitent à un combat de sumo. Sache qu'ils sont très doués dans ce domaine avant d'accepter ce défi. Et si tu te retrouves dans un match, voici un conseil de pro. Et trouve un moyen de faire s'incliner le kappa de sorte à ce que toute l'eau de son bol se renverse. Si, après avoir gagné le match, tu remplis à nouveau son bol d'eau, la créature obéira à tous tes ordres. Regarde cette femme, elle semble dormir paisiblement, n'est-ce pas? Mais regarde d'un peu plus près. Tiens, qu'est-ce qu'il a à son cou? Le Rokurokubi a l'air d'une femme ordinaire pendant la journée, mais la nuit venue, une fois endormi, son cou s'étire jusqu'à atteindre une longueur incroyable et sa tête va se promener. Le Rokurokubi n'est pas moins effrayant que les autres créatures, mais il y a quelque chose qui le rend différent. Contrairement aux autres monstres, elle n'est pas née comme ça. C'était un être humain normal au départ, mais une malédiction l'a transformé à cause d'une mauvaise action ou d'un méfait. Et l'histoire est encore plus triste. En effet, le méfait en question n'est pas forcément le sien. Dans de nombreux CA, c'est le mari ou le père du Rokurokubi qui a mal agi, mais c'est elle qui en paie les conséquences, car la malédiction ne touche que les femmes. Si tu te dis que le Rokurokubi ne doit pas être si dangereux ni effrayant avec son histoire déchirante, tu as raison. Sa tête peut parfois attaquer de petits animaux. Elle peut aussi faire des farces aux gens qui la croisent, mais c'est à peu près tout. Ce qu'elle aime par-dessus tout lors de ses voyages nocturnes, c'est lécher l'huile des lampes avec sa longue langue. Et oui, comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. Le Nukekubi est la sœur du Rokurokubi. C'est une version améliorée et bien plus effrayante de ce monstre paisible, un peu comme un Pokémon. Alors que la tête du Rokurokubi est toujours attachée à son cou, celle du Nukekubi peut se détacher et flotter loin de son corps. Mais le pire, c'est qu'il lui arrive d'être assoiffé de sang. C'est alors que sa tête commence à s'attaquer aux humains pour étancher sa soif. Cependant, elle n'est pas invincible. Si son corps est déplacé pendant qu'elle dort et que sa tête flotte encore quelque part, celle-ci ne pourra pas venir se rattacher et s'en sera fini d'elle. J'espère que ça te rassure un peu. Tu vois un rouleau de coton? Je vois un monstre qui peut mettre ta vie en danger. Dans les contes populaires japonais, en particulier dans le mythe du Tsukumogami, les objets inanimés reçoivent une âme et peuvent donc devenir vivants et conscients après avoir servi leur propriétaire pendant une centaine d'années. Bien qu'ils soient généralement inoffensifs, ils peuvent avoir tendance à jouer de petites tours aux gens qui les croisent. Mais il arrive aussi qu'ils se mettent en colère et cherchent à se venger. Si les gens les ont jetés ou ne les ont pas bien traités, ils peuvent s'unir et attaquer. L'Itanmomen est l'un de ces monstres objets. Ces draps longs et étroits qu'on utilise pour fabriquer des vêtements peuvent être aperçus volant dans le ciel nocturne. Ils sont souvent malveillants et attaquent les gens en s'enroulant autour de leur visage et de leur cou afin de les étrangler ou de les étouffer. Dans certains contes, il est dit que ces draps tourbillonnent et viennent s'enrouler autour des gens pour les emporter dans le ciel. Le rire du Joker te paraîtra plaisant en comparaison du rire de la Warriona. Il s'agit d'un monstre d'apparence féminine qui vit dans les montagnes. Malgré son aspect peu menaçant, sa rencontre risque de te causer quelques ennuis. Elle te sourira et commencera à se moquer de toi. Tu te rendras alors compte que son rire est quelque peu toxique et contagieux. Tu te mettras à rire à ton tour, et même si elle s'en va, tu continueras à rire jusqu'à en perdre le souffle et l'équilibre.
Même si tu es assez fort pour résister à son rire, tu ne seras pas en sécurité. En effet, le simple fait d'entendre ce rire, quelle que soit la distance à laquelle elle ricane, suffira à te plonger dans la stupeur. Tu seras hanté par ce son agaçant et lancinant partout où tu iras, pour le reste de tes jours. Mais tous ceux qui traversent les montagnes ne la rencontrent pas. Il existe un moyen d'éviter la malédiction de son rire. En effet, elle n'apparaît aux gens que le 1er, le 9e et le 17e jour de chaque mois. Planifie donc ta randonnée en conséquence. Il y a beaucoup de poissons dans la mer. Certains ressemblent à s'y méprendre à Nemo ou à Dory. Puis il y a le poisson papillon. Et le charmant Guppy, qui est en effet très élégant. Et puis il y a... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne me paierai certainement pas un baptême de plongée pour voir ce truc. La baudroie détient officieusement le titre d'animal le plus laid du monde. Mais je n'oserais jamais lui annoncer la nouvelle. Il existe plus de 200 espèces de baudroies, barbotant actuellement quelque part dans les sombres profondeurs des océans Atlantique et Antarctique, et ce, à plus de 1000 mètres de profondeur. Certaines d'entre elles préfèrent d'autres conditions de vie, comme les eaux tropicales à peu profondes. Les différentes espèces de baudroies varient en forme et en taille, du célèbre dragon des abysses aux poissons-grenouilles, lottes, poissons chauves-souris, poissons ballons de foot, Lophidae et Chonacidae. Les plus grandes peuvent atteindre la moitié de la longueur d'un lit d'adulte, mais la plupart d'entre elles mesurent moins de 30 cm. Étant donné que les options en termes de repas ne sont guère nombreuses là où elles vivent, elles ont dû mettre au point une technique de chasse unique. Elles ne gaspillent pas leur précieuse énergie à poursuivre des proies potentielles. Au lieu de cela, elles utilisent un morceau d'épine dorsale qui dépasse de leur bouche à la manière d'une canne à pêche, d'où leur nom anglais d'anglerfish. Au bout de cette canne à pêche se trouve un sac de bactéries bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. La lumière attire les proies et la baudroie n'a plus qu'à attendre et à savourer son repas livré directement dans sa bouche. Le corps de la baudroie est grand et souple, ce qui lui permet d'avaler facilement des proies, faisant 2 fois sa taille. Les baudroies des grands fonds mangent tout ce qu'elles trouvent. Les espèces qui vivent dans des eaux moins profondes ne font pas la fine bouche non plus. Elles peuvent dévorer tout ce qu'elles croisent, des crevettes aux escargots en passant par les petits poissons. Seules les baudroies femelles sont dotées d'une telle canne à pêche. Mais qu'en est-il des mâles? Trouver l'âme sœur dans les profondeurs de l'océan n'est pas si facile. Je veux dire, il n'y a littéralement pas de lumière là-dessous. De plus, les températures sont glaciales et le taux d'oxygène est très faible. Les baudroies ne peuvent pas se permettre d'avoir beaucoup de rendez-vous galants dans ces conditions, alors elles s'accouplent pour la vie. Et avant que tu ne trouves ça trop mignon, il faut préciser qu'elles le font d'une manière assez spéciale. Les baudroies mâles sont beaucoup plus petites que leurs dulcinées. Le contraste est si frappant que lorsque les chercheurs se sont intéressés pour la première fois à leur vie amoureuse, ils pensaient que ces mâles étaient en fait des rejetons ou des alevins qui traînaient à côté de leur maman. Certaines espèces de baudroies mâles possèdent des récepteurs qui leur signalent la présence d'une femelle à proximité. Après l'accouplement, le mâle mord sa compagne et reste accroché à sa tête, à son ventre, près de sa queue ou à tout autre endroit auquel ils ont accès. Alors qu'ils fusionnent ainsi ensemble pour toujours, la femelle reçoit les cellules, l'ADN et les organes reproducteurs du mâle, mais perd ses cellules immunitaires. Le mâle est donc logé et nourri gratuitement en permanence. Compte tenu des prix actuels de l'immobilier, ça semble être le pied. Mais ce logement est partagé par un maximum de 8 mâles, et ils ne peuvent pas déménager si l'envie leur prend un jour. Il est peu probable que tu rencontres ce poisson des profondeurs dans la vraie vie. Mais si tu es fan de ARK, survival, et que tu y croises une baudroie, n'oublie pas que tu peux facilement la devancer à la nage et l'amadouer à coups de fléchettes tranquillisantes. Une fois que tu te seras lié avec elle, la baudroie peut devenir ton éclaireur et t'aidera à découvrir de nouvelles zones grâce à ses capsules bioluminescentes. De retour dans le monde réel, dans la zone crépusculaire de l'océan, entre 200 et 1000 mètres de profondeur, la baudroie n'est pas la seule créature que tu sois chanceux de ne jamais rencontrer. De nombreux habitants de la région semblent tout droit sortis d'un film d'horreur ou de science-fiction, mais c'est parce qu'ils ont dû s'adapter à ce monde obscur et abyssal. J'ai fait de mon mieux pour te préparer aux créatures que tu t'apprêtes à rencontrer, en commençant par le poisson-ogre. Ce dernier passe la plus grande partie de leur vie dans les profondeurs, mais la nuit, ils remontent vers la surface pour se nourrir.
Ces animaux sont plus actifs que la plupart des autres habitants des abysses. Ils n'attendent pas que la nourriture vienne à eux, mais la traquent et l'attrapent avec leurs longues dents carnassières. Comme ils n'ont pas d'ampoule intégrée comme la baudroie, ils ont développé un excellent odorat et exploitent la faible lumière du soleil, qu'ils parviennent à déceler dans les profondeurs pour se repérer. Parfois, l'ombre d'une proie potentielle qui passe suffit à les faire passer à l'action. Bien qu'ils n'aient pas l'air bien charmants, ils sont tout à fait inoffensifs pour l'homme, des fois que tu tombes sur l'un d'entre eux. Malacosteus semble être le nom d'un sortilège interdit, mais il s'agit en fait d'un autre habitant des profondeurs, qui a des habitudes de chasse tout à fait sournoises. Il possède des photophores spéciaux, produisant de la lumière sous chaque œil. Ceux-ci émettent de la lumière verte et rouge à la manière d'un feu de circulation. Contrairement à d'autres poissons, ces derniers ne quittent pratiquement jamais la zone crépusculaire, et la zone de minuit qui, elle, se trouve entre 1000 et 4000 mètres. Leur mâchoire inférieure représente un quart de la longueur totale de leur corps, et ils la gardent ouverte en permanence dans l'espoir d'obtenir un repas. Il a l'air d'un prédateur féroce, mais il préfère surtout le zooplancton, avec un dessert occasionnel de crevettes, de krill ou de petits poissons. Tu ne t'attendais sûrement pas à rencontrer un hybride d'anguille et d'oiseau, mais le voici. L'anguille nemictis possède un bec semblable à celui d'un oiseau, avec des pointes recourbées. Ce bec est pourvu de minuscules dents crochues que les anguilles utilisent pour attraper les antennes de délicieuses crevettes. Ce poisson est très mince. Il peut atteindre 1,50 m et ne pèse pas plus de 200 grammes. Les chercheurs ne connaissent pas encore tous les secrets de cette anguille, car il est assez difficile de l'étudier dans son habitat naturel. Mais il semblerait qu'elle ne se reproduise qu'une fois dans sa vie et qu'elle meure ensuite. Les calmars de verre aiment se la couler douce et se laissent littéralement porter par le courant. Ils regorgent d'une solution de chlorure d'ammonium plus légère que l'eau. Ils n'ont donc aucun effort à fournir pour se déplacer dans les profondeurs sous-marines à la recherche de nourriture et de partenaires. Ces créatures sont transparentes, ce qui leur permet de se fondre dans n'importe quel paysage et de ne pas projeter d'ombre en se déplaçant, ce qui constitue une excellente tactique de survie. En cas de danger, ce calmar peut se transformer en une boule grumeleuse en poussant sa tête et ses tentacules dans sa cavité paléale. Il peut également libérer de l'encre dans son manteau et passer de la transparence à un noir de jet. Cette même encre peut le protéger contre les baleines et les oiseaux de mer affamés. Une autre tactique qu'ils utilisent pour effrayer les prédateurs consiste à activer les organes bioluminescents autour de leurs yeux. Je commence à avoir faim. Je pourrais peut-être grignoter ce concombre de mer? Aïe, il bouge. Je suppose qu'il n'a rien à faire dans ma salade, après tout. Ces animaux à corps mou vivent dans toutes les parties de l'océan, depuis les eaux peu profondes jusqu'au fond des abîmes. La plupart d'entre eux se déplacent lentement à l'aide de leurs petits pieds, mais certains rampent en remuant tout leur corps. Les concombres de mer peuvent se débarrasser de leurs organes internes à l'approche d'un prédateur. Ces organes collants détournent l'attention de l'intrus, et le concombre, heureux, poursuit sa route tout en laissant repousser ses organes. Qu'est-ce qui scintille au loin? On dirait que quelqu'un a laissé tomber des pierres précieuses dans l'eau. C'est un saphirina, également connu sous le nom de l'animal le plus beau que l'on ait jamais vu. Certains mâles parmi ces copépodes peuvent changer de couleur, passant du bleu profond au violet, au rouge ou alors. Une seconde plus tard, tout a disparu. Puis ils recommencent, brillant de 1000 feux. Le secret de cette magie est que leur corps est transparent et reflète la lumière différemment sous certains angles. On dirait que c'est leur façon de communiquer entre eux et d'attirer des partenaires. Les saphirinas femelles n'ont pas la même capacité, mais leurs yeux sont plus grands que ceux des mâles, probablement pour les repérer de loin. Les mâles vivent en liberté, tandis que leurs dames demeurent dans d'étranges palais de cristal faits de gelée, en forme de tonneaux, et qu'on appelle des salpes. Plus on descend, plus ils deviennent flippants. Tu es sur le point d'aller dans les profondeurs les plus sombres de l'océan et de vérifier si cette affirmation est vraie. Les créatures qui vivent ici sont elles aussi effrayantes que les gens le pensent. Tu descends à 40 mètres sous l'eau. Fais bien attention à ce qui se passe sous tes palmes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce visage terrifiant à moitié caché dans le sable? C'est l'uranoscope. Tu peux rencontrer ce poisson dans l'est des États-Unis. Il s'enfouit dans le sable jusqu'à ce que des proies insouciantes s'approchent de lui. Ensuite, cette créature cauchemardesque lui inflige un choc électrique et, ma foi, dîne avec. Tu descends plus profondément jusqu'à 70 mètres sous la surface.
C'est là que tu aperçois une créature colorée et toute bouffie qui ne mesure pas plus de 30 cm de long. C'est le Neoclinus blanchardi. Au début, le poisson semble être inoffensif. Ah, ok, mais seulement si on ne le provoque pas. Quand cet animal est agité, il ouvre son énorme bouche pour repousser les prédateurs. Cette tactique de défense est un spectacle à la fois surprenant et effrayant. Heureusement, ce poisson ne représente aucune menace pour les gens. La créature que tu vois ensuite peut confortablement vivre dans des eaux peu profondes. Mais toi, tu la rencontres à une profondeur de 300 mètres. Tu n'as même pas besoin de te demander pourquoi on appelle cet animal l'étoile fragile de Game of Thrones. Contrairement aux étoiles de mer qui rampent lentement sur le fond marin, cette créature se déplace rapidement. Elle agite ses bras longs et flexibles pour se rendre du point A au point B. Son corps est protégé par une coquille dure en carbonate de calcium. On connaît aussi ces créatures sous le nom d'étoiles serpentines. Elles sont minuscules et se logent facilement dans les recoins, les fissures et les petites crevasses des rochers. À une profondeur de 600 mètres, on rencontre le calamar géant. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'une créature de légende plutôt que d'un véritable animal. Le calmar géant a été filmé pour la première fois en 2001 et il est vraiment aussi gros que son nom l'indique. Les yeux de la créature font la taille d'un ballon de football et le calamar lui-même peut peser jusqu'à 270 kg. À près de 900 mètres de profondeur, un autre horrible animal te fait peur. Il est un peu rouge et plutôt petit, il ne dépasse pas les 30 cm de long. Lorsque tu t'approches de la créature, elle semble plutôt docile, ou peut-être simplement indifférente. Le vampire des abysses, c'est le nom de la bestiole, ressemble à un parapluie avec des tentacules. Il ne produit même pas d'encre, alors laisse-le tranquille. Peu après, à une profondeur de 1000 mètres, tu rencontres le scalélet féroce. Cette créature est un parasite. Il s'attache aux gros poissons, aux dauphins, aux baleines et parfois même aux humains. Puis, à l'aide de ses dents aiguisées et bien rangées, il arrache des morceaux de viande de la taille d'un biscuit. Ce vilain animal ne dépasse pas les 51 cm et vit dans la zone crépusculaire de l'océan. À une profondeur de 1000 mètres, la lumière devient une chose rare et précieuse. Les animaux qui vivent aussi loin de la surface doivent développer des caractéristiques inhabituelles pour survivre. C'est ainsi que le poisson revenant a fini par avoir une tête transparente et deux yeux super sensibles en forme de tonneau. À l'heure actuelle, et comme toujours, ils sont pointés vers le haut, ce qui permet au poisson de voir ses proies potentielles. Donc, toi aussi. À près de 1200 mètres sous la surface, tu vois quelque chose de mou et de flasque. Le blobfish n'a ni squelette ni muscles. Sa chair gélatineuse permet à cette créature de survivre à une pression d'eau incroyable. Malgré son apparence, le blobfish est un prédateur de type embuscade. Il reste généralement complètement immobile au fond de l'eau et attend le passage de proies insouciantes. Tu vas encore un peu plus profond et tu repères une créature qui a l'air particulièrement épouvantable. Le requin lutin sent la proie avec son museau. Les terrifiantes mâchoires de la créature sont attachées à des ligaments élastiques. Lorsqu'un animal s'approche trop près, le requin catapulte sa bouche vers l'avant pour l'attraper. Si ta bouche pouvait faire pareil, tu serais capable de manger des choses qui pendent à 18 cm de ton visage. Waouh! Si on continue à descendre, à 1500 mètres, tu remarques un autre membre de la famille des requins. Le requin à collerette ressemble à une anguille en pleine croissance. Mais ses branchies sont bordées d'une frange rouge sur les bords, d'où son nom. La bouche terrifiante de cette créature comporte 25 rangées de dents pointues, orientées vers l'arrière, soit 300 au total. Le requin préfère planer dans l'eau pour attendre que sa proie s'approche, puis il fonce dessus comme un serpent. Soudain, tu vois quelque chose qui brille comme une ampoule électrique, mais après t'être approché, tu recules avec horreur. La créature ressemble à une espèce d'anguille améliorée, dotée de dents énormes. C'est le dragon à écailles qui peut vivre à une profondeur de 1800 mètres. Les processus chimiques qui se déroulent à l'intérieur du corps de ce poisson produisent une étrange lueur rouge. Cette lueur est utilisée pour communiquer avec d'autres poissons. À la même profondeur, 1800 mètres, tu rencontres un autre habitant des profondeurs dont la caractéristique la plus marquante est son énorme bouche. Grâce à elle, le grand gousier pélican peut avaler sa proie en entier. Son estomac peut s'élargir jusqu'à atteindre la taille terrifiante qui lui permet d'ingérer quelque chose d'énorme. À une profondeur de 2000 mètres, tu rencontres une créature à l'air furieux avec une canne à pêche sur la tête. Il s'agit du poisson pêcheur.
L'animal a une épine dorsale bizarre, mais ce ne sont que les femelles qui en sont dotées. Elle passe au-dessus de leur bouche et possède un leurre à son extrémité, une chair lumineuse qui appâte les poissons. Le poisson pêcheur a une si grande bouche et son corps est si flexible qu'il peut avaler des animaux 2 fois plus gros que lui. Tu es à 2100 mètres de profondeur quand tu vois un autre poisson qui brille dans le noir. Le dragon abyssal est une créature rusée, dont les organes lumineux sont disposés le long de son ventre. Cette bête effrayante a également des lumières brillantes à côté de ses yeux. Elle aide l'animal à trouver des proies et à attirer des partenaires potentiels. À la même profondeur, tu aperçois également une énorme batynome. Mais contrairement aux cloportes que tu peux trouver dans ton jardin, celle-ci mesure au moins 51 cm de long. C'est un isopode géant et il est en effet apparenté aux cloportes, ainsi qu'aux crabes et aux crevettes. Ces créatures peuvent paraître un peu effrayantes, mais elles sont inoffensives. Elles s'alimentent des autres animaux des profondeurs, mais seulement après leur mort. Ok. À une profondeur de 4000 mètres, tu vois que le fond de l'océan est devenu un peu moelleux. C'est parce qu'il est couvert de vers zombies. Ces créatures atteignent rarement plus de 5 cm de long. Et pourtant, elles peuvent décomposer des animaux assez gros, tellement l'acide qu'elles produisent est puissant. L'aspect de plumes des vers leur donne l'apparence de plantes, mais la vérité est que ces créatures grignotent les os durs comme le roc des plus grands animaux du monde, comme les baleines. Le poisson Hypnops t'effraie presque au point de te faire perdre la tête. Cette créature a une paire de grandes plaques ovales verdâtres sur le dessus de sa tête et n'a pas d'yeux. Les experts pensent que ces membranes osseuses détectent la lumière provenant des prédateurs, ce qui permet de sauver la vie du poisson. Tu es maintenant à 5 km sous la surface, et c'est là que tu repères quelque chose de bizarre au fond. C'est bien un poisson, mais il se tient au fond de l'océan sur 3 longues pattes rigides. Ah, c'est le poisson trépied, plus curieux qu'effrayant en réalité. Cette créature s'est adaptée à l'obscurité presque totale en renonçant à sa vision. Elle doit compter sur les vibrations et le toucher pour sentir ses proies. En plus, le poisson utilise ses nageoires comme mains pour transporter la nourriture directement dans sa bouche. Tu n'as pas le temps d'aller plus loin avant de repérer le poisson sans visage. Cette créature, un peu laide, disons-le, n'a pas d'yeux. Et sa bouche, qui sourit comme la Joconde, se trouve sous son corps. Pour la première fois, le brome sans tête, qui est le nom officiel de la créature, a été vu il y a plus d'1 siècle. La fois suivante, c'était en 2017. Lorsque tu atteins une profondeur de 10 km sous la surface, tu tombes sur les concombres de mer. Ces étranges créatures sont beaucoup plus grosses que leurs congénères des eaux peu profondes. Ils passent la plupart de leur temps sur le fond marin, mais s'ils ont besoin d'échapper aux prédateurs, ils sont capables de s'enfuir à la nage. Les concombres des profondeurs ont une couleur violacée brillante, de minuscules pieds et des tentacules tout autour de leur bouche. Mignon. La question est, pourquoi ces créatures des profondeurs ont-elles l'air si effrayantes? La vie est très différente là-bas en bas. Il existe une énorme pression de l'eau, un manque de nourriture et une obscurité constante. Il faut s'adapter pour survivre dans des conditions aussi extrêmes, d'où ces physiques étranges. Il ressemble à une créature préhistorique venant de l'époque des dinosaures. Cette bête effrayante, c'est le requin pèlerin. Il peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. Nous n'en avons aperçu que 3 au cours des 160 dernières années. La dernière fois, c'était en 2015. Et avant ça, il y a environ 80 ans. Ces requins remontent parfois à la surface pour manger de petits animaux, par exemple des crevettes et autres petits crustacés, et se repaître de délicieux fruits de mer. Mais quand il n'a pas assez de nourriture à la surface, ils peuvent descendre à près de 1000 mètres, où ils restent ensuite pendant des mois. C'est ce que les chercheurs ont découvert en utilisant des balises satellites. Voilà à quoi elles ressemblent. Les requins pèlerins aiment les eaux tempérées, mais ils peuvent migrer sur de longues distances. Ils vivent dans le monde entier. Mais dans les zones tropicales ou subtropicales plus chaudes, ils ne s'approcheront pas de la surface car les températures y sont plus élevées, et ils n'aiment pas ça. La méduse à crinière de lion n'est pas aussi rare, mais sa taille est impressionnante. C'est la plus grande de toutes les méduses et l'animal le plus long qui soit. Elle peut mesurer jusqu'à 36 mètres. C'est environ 7 mètres de plus que la plus longue baleine bleue connue des scientifiques. Cette méduse possède entre 70 et 150 tentacules. Et ils contiennent tous d'énormes quantités de neurotoxines qui peuvent sérieusement nuire à ta santé si tu entres en contact avec l'animal. Mais on ne rencontre que très rarement ce type de méduse car elle vit généralement loin des côtes, préférant la haute mer.
Tu trouveras habituellement la méduse à crinière de lion à une profondeur maximale de 20 mètres sous la surface, où elle se nourrit de petits poissons, de zooplancton et de certains autres types de méduses. Elle utilise ses tentacules pour capturer son précieux repas. Vous voulez des frites avec ça ? La méduse fantôme géante vit dans l'obscurité des profondeurs océaniques. Son ombrelle en forme de chapeau de plage mesure plus d'1 mètre de diamètre. Cette cloche traîne ses 4 bras buccaux en forme de ruban qui peuvent faire environ 10 mètres de long. Cette créature assez rare utilise ses bras buccaux pour attraper les malheureux animaux qui nagent dans son voisinage sans savoir ce qui les attend. La méduse fantôme géante se propulse dans l'eau avec des pulsations périodiques provenant de sa tête orange. Elle brille faiblement et mystérieusement dans les profondeurs ténébreuses. Elle vit dans tous les océans du monde, sauf dans l'Arctique, sans doute parce qu'il y fait trop froid. À cause de sa forme étrange, on a souvent pris le régalec, ou ruban de mer, pour le mythique serpent marin. Il mesure environ 8 mètres de long, ce qui en fait le plus long poisson osseux que nous connaissions, et vit à une profondeur de 1000 mètres. Le régalec passe la plupart de son temps dans les parties les plus sombres et profondes de l'océan, dans les zones tropicales et subtropicales. Il ne remonte presque jamais à la surface, sauf si on l'invite. C'est une créature argentée, brillante, en forme de ruban, avec une longue nageoire dorsale rouge et des nageoires pelviennes rouges également et en forme de rame. Son corps n'a pas d'écailles et est très fin. Ce poisson peut mesurer jusqu'à 9 mètres et peser 300 kg. Le régalec a de très grands yeux qui lui permettent de bien voir dans l'effrayante obscurité dans laquelle il vit. Le requin à collerette est sans aucun doute l'un des animaux les plus monstrueux du monde marin. Si tu l'apercevais quelque part, tu te dirais probablement que tu es revenu à l'ère des dinosaures. Et oui, le requin à collerette est une créature préhistorique car ses racines remontent à 80 millions d'années. Ce fossile vivant peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Il doit son nom à l'aspect frangé de ses fentes branchiales. Bien que les requins à collerette aient requin dans leur nom, ils nagent comme des anguilles, d'une manière nettement serpentine. Leur bouche est terrifiante. Semblable à la gueule du grand requin blanc, elle comporte 300 dents en forme de trident alignées sur 25 rangées. Allez, viens, approche-toi un peu. Les chercheurs ont découvert cette créature au 19e siècle, mais elle n'est que très rarement observée, et ce n'est pas étonnant. Elle vit généralement à des profondeurs comprises entre 120 et 1280 mètres. La plupart du temps, le requin à collerette se nourrit de calmars qu'il avale en entier. Ses longues mâchoires lui permettent d'ouvrir très grand sa bouche afin d'avaler des animaux 2 fois plus longs que son corps entier. Les requins lutins sont très rares. Les scientifiques en ont repéré moins de 50 en plus de 120 ans. Mais c'est peut-être mieux ainsi car il s'agit d'un animal plutôt effrayant, avec un museau étroit et des dents pointues. Il est aussi capable de projeter toute sa mâchoire vers l'extérieur lorsqu'il veut attraper quelque chose. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Tandis qu'il rôde dans les sombres profondeurs de l'océan, le requin lutin aperçoit un petit calamar qui lui semble bien appétissant. Le dangereux animal s'approche lentement de sa proie. Lorsque la pauvre créature remarque le prédateur, elle essaie de s'enfuir, mais il est trop tard. Le requin a déjà étendu sa mâchoire sur une dizaine de centimètres. Cette mâchoire est attachée à une partie de sa peau que le requin peut déplier. Cela lui est d'une grande aide car c'est un animal plutôt lent. Il lui est donc assez difficile de poursuivre ses proies. Après avoir fini son déjeuner, le requin lutin remet sa mâchoire dans sa bouche et s'éloigne comme si de rien n'était. Les requins lutins vivent principalement au fond de l'océan. Comme de nombreuses autres espèces de requins, ce sont des animaux solitaires. Voici une créature de couleur argentée à la peau très rugueuse. C'est le poisson-lune, dont la longueur totale peut atteindre 3,3 mètres. Son autre nom est la maule. Le poisson-lune est le plus lourd de tous les poissons osseux existants. On l'appelle parfois le poisson tête de nageur dans certains pays, à cause de son étrange aspect. Si ces créatures ont une forme si bizarre, c'est parce qu'elles naissent avec une nageoire dorsale qui ne grandit jamais. Elles se replient sur elles-mêmes à mesure que l'animal se développe et forme un gouvernail arrondi. Le poisson-lune est un peu maladroit. Il se déplace à l'aide de ses puissantes nageoires qui lui permettent de nager sur le flanc. Cet habitant des mers est une créature solitaire. Il se nourrit principalement de zooplancton et de méduses. Le requin tapis tacheté est l'un des requins les plus rares au monde. Il peut mesurer plus de 3 mètres de long. Il n'a peut-être pas l'air aussi terrifiant que certains de ses copains, mais il est plutôt doué pour attraper les animaux qui passent près de lui sans se douter de rien, surtout la nuit. Cet animal possède un spiracle qui lui permet de respirer tout en restant immobile au fond de l'océan. Il est immobile la plupart du temps
c'est pourquoi on peut difficilement le remarquer. Son corps plat et ses grandes nageoires pelviennes et pectorales se fondent dans le paysage sous-marin. Ainsi, il est très doué pour se cacher. C'est très utile quand il a besoin d'être en sécurité. Le requin-tapis est aussi nommé wobgong en langue aborigène. Ils vivent généralement près du plancher océanique, dans les récifs coralliens, sur les fonds sableux et sous les jetées. Ils ont quelquefois été aperçus à des profondeurs à peine suffisantes pour recouvrir leur corps. Les blobfish sont dépourvus de dents et d'os. Ils ne peuvent donc pas chasser activement. Et comme leur masse musculaire est de faible densité, ils se déplacent assez peu. J'ai eu un colocataire comme ça une fois. Ils puisent leur énergie en se nourrissant sur le plancher océanique. Ils savent aussi comment conserver cette énergie. C'est ce que font la plupart des créatures des profondeurs, car elles ne disposent pas de nourriture en abondance, à la différence des animaux qui nagent plus près de la surface. Pour compenser, leurs corps sont capables de stocker cette énergie, ce qui leur permet de survivre aux périodes de disette. La pression dans les profondeurs où vit le blobfish est 120 fois plus élevée qu'à la surface. Du coup, cet étrange poisson ressemble à une masse gélatineuse bizarroïde dès que tu le fais remonter à la surface. La pression à l'air libre n'est pas assez forte pour donner à son corps l'apparence qu'il a dans son habitat naturel. Il en est tout ramolli. L'uranoscope à bordure blanche pourrait rivaliser avec le blobfish pour le titre de l'animal le plus laid de la mer, tu ne crois pas? Ce poisson a des yeux sur le dessus de sa tête, ainsi qu'une bouche orientée vers le haut, ce qui lui permet de se cacher dans le sable. C'est là qu'il passe la plupart de son temps, ses yeux seuls dépassant du sable. Il se la coule douce ainsi jusqu'à ce qu'un petit animal passe par là. Il peut alors se jeter sur sa cible avec une vélocité incroyable, littéralement en quelques millisecondes. Son mouvement crée un vide dans l'eau et attire un crabe, un poisson ou quelque autre petit animal malchanceux. Une autre tactique implique le venin. Ce poisson possède une épine venimeuse dans son omoplate, ce qui l'aide à attraper d'autres animaux et à se défendre contre ses prédateurs. Même s'il n'est pas apparenté à l'anguille électrique, l'uranoscope à bordure blanche peut générer un choc électrique d'une puissance de 50 volts. Aïe!